Tout le monde m'entend bien? Donc, effectivement, ce que je voudrais aborder avec vous, c'est un petit peu la question de savoir si, avec 1 milliard d'internautes, donc on a vu qu'il y avait 2 milliards d'ordinateurs, il y a 4 milliards de téléphones portables, donc un certain nombre qui ont accès à Internet. Et donc, on estime aujourd'hui qu'il y a plus ou moins 1 milliard d'internautes connectés régulièrement. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir, alors que Internet prend de plus en plus d'importance dans notre vie, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la protection de notre vie privée dans Internet? Et ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que effectivement, il y a un risque. Donc, je vais d'abord rapidement faire une petite introduction pour rappeler le contexte en termes d'utilisation d'Internet et des technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui. Je vous expliquerai rapidement, mais j'imagine que tous ceux d'entre vous ont une très bonne connaissance technique, l'origine de la traçabilité de ce que l'on fait sur Internet. Et ensuite, d'abord via un exemple particulier qui est Google, ensuite en passant en revue quelques-unes des applications les plus utilisées, je vous montrerai effectivement quelles sont les utilisations qu'on peut faire des données parfois contre votre volonté. Et je finirai par quelques enjeux qui me semblent importants aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'effectivement, quand on regarde l'utilisation quotidienne d'Internet, et en particulier dans nos sociétés occidentales, on voit effectivement que à travers Internet, ou en tout cas on utilise Internet pour manipuler beaucoup de données qui sont a priori à caractère privé, que ce soit avec l'État, TaxonWeb, vous avez sans doute entendu parler il y a quelques semaines des problèmes qu'il y avait ou qui étaient liés au fait que les médecins pouvaient utiliser Internet pour consulter à distance vos données type médical. D'autre part, il y a les banques, donc toutes les transactions que vous faites avec les banques sont répertoriées sur Internet. Ceux d'entre vous qui utilisent le web banking, forcément, c'est qu'il y a une trace de ce que vous faites. Même chose si vous faites des achats sur Amazon, on sait exactement ce que vous avez acheté comme livre, comme CD, etc. Et enfin, il faut savoir aussi que toute une série d'outils sur lesquels je reviendrai dans un instant sont capables de connaître votre comportement sur Internet. Quelles sont les requêtes que vous faites, quels sont les liens que vous visitez, etc., etc. À côté de ça, donc ça c'est le premier aspect, à côté de ça, au niveau des technologies, cette fois-ci au sens algorithmique et informatique qui sont à notre disposition, en fait, on a des algorithmes qui sont capables d'exploiter ces informations. D'une part, on a des algorithmes, ou des techniques dites de data mining qui sont capables de fusionner ou en tout cas de croiser des données qui appartiennent à différents types de systèmes d'information. Et il y a eu un exemple très connu aux États-Unis il y a quelques années qui a fait scandale et qui montrait comment une banque utilisait sa banque de données de ses clients en parallèle avec une société de crédit pour pouvoir identifier au sein de sa banque les clients susceptibles d'être potentiels demandeurs de crédit. Donc par exemple, tous les gens qui systématiquement terminaient la fin du mois en négatif. Et donc ça pose quand même déjà un certain nombre de problèmes. D'autre part, il faut savoir que dans toutes les techniques dites d'intelligence artificielle, effectivement, on développe des techniques, et c'est une partie de mes recherches aussi, on développe des techniques qui sont capables de profiler, de savoir détecter un petit peu ce que vous aimez. Ceux d'entre vous qui ont déjà fait des achats sur Amazon, des CD ou des bouquins, savent très bien que régulièrement, ils reçoivent d'Amazon un mail qui vous dit attention, tous ceux qui ont acheté ce livre-là ont aussi acheté ce livre-là. Et c'est assez intéressant de voir que souvent, ça marche pas mal. Bon, parfois c'est un peu à côté de la plaque, mais souvent ça marche pas mal. Et donc ça veut dire qu'effectivement, et encore Amazon utilise des technologies qui sont vraiment très simplistes. Ce qui veut donc dire qu'on est capable aussi de vous profiler pour autant qu'on sache ce que vous faites. Alors, quelle est l'origine de la traçabilité sur Internet? Alors, je ne vais pas vous faire un cours technique sur Internet, je crois que ça n'a absolument aucun intérêt. Sachez simplement, vous le savez sans doute, que chaque ordinateur est identifié de manière unique sur Internet, qui est une adresse IP. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment cela fonctionne, mais il faut savoir que lorsque une information circule sur Internet, peu importe la manière, l'information, en fait, on a toujours une trace de l'ordinateur qui émet et de l'ordinateur qui reçoit l'information. Or, quelle que soit la manière dont votre ordinateur est connecté à Internet, il y a toujours moyen de remonter jusqu'à vous. Si vous êtes, par exemple, dans une université où on a ce qu'on appelle les adresses IP fixes, mais forcément, l'adresse est spécifiquement liée à l'ordinateur que vous utilisez, et donc, toute information qui part de votre ordinateur part de chez vous. Si vous êtes connecté via Belgacom Skynet, par exemple, en fait, c'est Belgacom qui se charge de faire le relais via Internet, mais à tout moment, Belgacom sait quel client a eu quelle adresse à quel moment. En d'autres termes, Belgacom sait exactement retrouver, si nécessaire, la personne qui a envoyé une information. Et donc, toute information qui circule sur Internet, on peut, au bout du compte, toujours remonter à la personne qui l'a envoyée et à la personne qui est derrière. Deuxième aspect, donc ça j'ai parlé au niveau des données. Si on regarde maintenant au niveau des services,
c'est-à-dire les fonctionnalités que vous utilisez sur Internet, lire un mail, faire une requête sur Google, etc., on se rend compte en fait que tous ces services, ou en tout cas l'essentiel de ces services, fonctionnent sur ce qu'on appelle un modèle client-serveur, que vous avez déjà entendu parler, que vous connaissez tous. L'idée étant que finalement, chacun d'entre nous qui faisons un appel à ce service, nous sommes des clients, au sens applicatif du terme, et il y a des machines, quelques-unes, qui centralisent les services. Vous allez chez Google, tous ceux qui utilisent Google, en fait, on est des millions, peut-être même des centaines de millions à utiliser Google régulièrement pour une recherche, on est donc des clients, mais en fait, chaque requête que nous faisons passe par quelques ordinateurs bien précis chez Google qui sont les serveurs. Or, ce qui se passe, c'est que, à partir du moment où effectivement toutes ces informations sont centralisées par des machines spécifiques, effectivement, les serveurs sont capables de garder une trace de toutes les requêtes qui sont faites. C'est ce qu'on appelle les fichiers logs. Vous avez déjà entendu ce terme-là. Ceux d'entre vous qui ont déjà installé des serveurs sur des ordinateurs savent très bien que c'est très utile d'avoir un fichier log, de savoir qui a fait quoi à quel moment. Mais donc, ça veut dire que tous les serveurs du monde ont une trace précise de qui a fait quoi, à quel moment, quelle adresse IP, quelle heure, quel jour, éventuellement les informations même sur le type de requête, par exemple les mots-clés que vous avez utilisés pour votre recherche. Donc tout ça, effectivement, c'est stocké par les serveurs qui ont donc toute l'information nécessaire pour ensuite éventuellement faire du profilage ou détecter le comportement des utilisateurs. À côté du problème côté serveur, vous avez le problème sur votre ordinateur vous-même. C'est-à-dire que vous avez cette fameuse technologie des cookies, dont vous avez peut-être déjà entendu parler également. Qu'est-ce que c'est qu'un cookie ? C'est une information, je le fais de manière assez simpliste, c'est une information qui se trouve sur votre ordinateur et qui peut être récupérée par un site web. Donc par exemple, une application très simple, si vous allez la première fois sur un site web belge, on vous demande de choisir entre français et néerlandais, et puis la fois suivante, quand vous revenez, en fait directement, vous avez la bonne langue. J'imagine ici le français. Et donc ça veut simplement dire qu'effectivement, c'est le cookie sur votre ordinateur qui retient que sur cette page-là, vous avez demandé le français, et la prochaine fois que vous allez sur le serveur, en fait, le serveur va demander à votre navigateur, tiens, c'était quoi son choix de langue ? Il va récupérer cette information-là pour effectivement vous remettre toute l'information en français. Mais donc, ce qu'on peut faire avec la langue, on peut le faire avec tout. Et en particulier, les cookies permettent aux ordinateurs de savoir quelles sont les pages et les liens que vous avez suivis pour arriver sur un site donné. Donc, par exemple, les entreprises, notamment les entreprises commerciales qui fournissent des services de vente en ligne, ça les intéresse de savoir, tiens, comment est-ce que mon client est arrivé sur la page web du nouvel album de, je sais pas moi, Oasis par exemple. Mais on va vous dire, en fait, il a d'abord cliqué sur la homepage d'Amazon, puis il a été voir dans Nouveautés, puis il a été voir dans Suggestions, c'est comme ça qu'il est arrivé à Oasis. Donc ça veut dire qu'effectivement, grâce à ces cookies, en fait, les serveurs peuvent aussi non seulement savoir exactement ce que vous faites vis-à-vis d'eux, mais aussi souvent savoir d'où vous venez et quelles sont les motivations qui vous ont amené à aller sur leur site. Alors évidemment, les plus techniciens d'entre vous savent que les cookies, on peut les bloquer. Simplement, dans l'essentiel des navigateurs, en particulier dans Microsoft Explorer, par défaut, les cookies sont activés. Et donc, par défaut, l'utilisateur ne sait absolument pas que c'est activé, et donc l'utilisateur n'a absolument pas de regard sur cette information-là. Alors, vous voyez donc que finalement, les possibilités de traçabilité sont assez nombreuses. Et donc, je vais vous montrer maintenant un exemple qui est effectivement Google, qui fait un petit peu preuve d'épouvantail en termes de protection de la vie privée. Pourquoi ? Pour deux raisons. Google, on va dire, c'est aussi une concentration des services, ça a été d'abord un moteur de recherche. Donc, lancé en 98, Google a une trace de toutes les requêtes qui ont été faites depuis 98. Donc, il sait exactement quelles sont toutes les requêtes qui ont été faites par tous les ordinateurs du monde depuis que Google est en ligne. À côté de la trace des requêtes que Google fait, Google analyse aussi les emails. Donc, ceux d'entre vous qui ont un compte Google, dans les pages et les pages de trucs écrits en police de caractère 3 qu'on vous demande d'approuver, il est marqué explicitement « Vous acceptez que Google scanne automatiquement le contenu de vos mails ». Le but étant éventuellement de vous envoyer la publicité. On a parlé tout à l'heure de Google Applications, donc les fameuses applications de Google comme Google Docs qui permettent effectivement de pouvoir créer du contenu en ligne. Effectivement, si vous utilisez la version en ligne de Google, là aussi, dans les conditions d'accès, il est marqué quelque part, en police de caractère 3 également, Google scanne automatiquement le contenu des documents que vous créez en ligne pour connaître ce que vous faites. Alors je suis d'accord, c'est automatique, donc ce n'est pas un être humain qui regarde ça. Mais effectivement, Google fait tout ça. En plus de ça, il faut savoir que Google garde en partie une archive de certains sites web. Et donc, lorsque vous avez un site web que vous mettez en ligne et que plus tard vous décidez que le site web n'est plus à jour,
si Google l'a référencé, il y a une chance non négligeable que Google va garder très longtemps une archive de ce site web-là. Donc du style, vous mettez une photo de vous quand vous avez 18 ans à l'université, il y a beaucoup de chances, ça se pourrait bien que 25 ans après, quelqu'un peut retrouver l'information sur Google, même si en fait, entre-temps, vous avez détruit la page. Alors évidemment, officiellement, parce que Google, on dit, oh Google, on a peur de Google, etc. Alors Google, il dit, mais non, pas du tout. En fait, si on trace tout ça, c'est pas du tout pour l'exploiter. Enfin, la seule exploitation qu'on veut en faire, c'est améliorer la qualité de nos moteurs de recherche. Mais en réalité, évidemment, personne ne contrôle ce que Google fait exactement avec ces données, et c'est bien ça qui pose problème. D'autant plus qu'une utilisation dont on est certaine, c'est évidemment sa régie publicitaire. Donc vous savez que Google a 95% des revenus de Google ou 85% des revenus de Google sont générés par la publicité. Donc c'est la publicité que vous voyez défiler sur le côté de votre page quand vous faites une recherche sur Google. En fait, donc, Google a des régies publicitaires un peu partout dans le monde. Il y a un Google Belgique qui a une régie publicitaire en Belgique. Effectivement, Google se sert des informations qu'il a sur les mots-clés les plus utilisés par les internautes, etc., pour proposer à ses clients des publicités qui sont ciblées en fonction des mots-clés qui ont été déposés par les gens. Et donc, on est déjà certain qu'il y a au moins une utilisation qui n'est pas uniquement l'amélioration de la qualité des informations données par les moteurs de recherche que Google utilise en exploitant les données vous concernant. Mais en vérité, quand on regarde bien la société Google et quand on se souvient qu'il y a quelques années, quand Google est rentré en bourse, il a levé 4 milliards de dollars d'investissement. 4 milliards de dollars, c'est la plus grosse capitalisation jamais enregistrée au Nasdaq. À quoi ça a servi ? À quoi ont servi ces 4 milliards ? Regardez ce que Google a fait depuis qu'il est en bourse. Il n'a fait que racheter des nouveaux services. Donc Google continue à concentrer un maximum de services en ligne dans le but évidemment de pouvoir croiser les données concernant les utilisateurs. Parce que effectivement, ce qui est certain, c'est que nous n'avons aucun contrôle sur la manière dont Google utilise nos données. Donc d'abord parce que quand moi je fais une requête sur Google, ce qui m'arrive encore régulièrement, à aucun moment je peux dire à Google, bon maintenant j'ai fait la requête, maintenant tu es prié d'effacer mes traces. Je ne veux plus que tu gardes un historique que moi, Pascal Franck, enfin c'est pas moi qui le sais, mais l'ordinateur que j'ai utilisé a utilisé tel ou tel type de requête. Donc moi je n'ai pas de contrôle sur les données que Google a. De plus, la plupart des internautes ne savent pas que Google scanne automatiquement les emails, ne savent pas que Google scanne automatiquement les documents. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est marqué en tout petit dans une multitude de pages web qu'on n'a absolument pas envie de lire au moment où on a envie d'activer son compte Google. Donc non seulement, même quand on est au courant, on n'a pas la main mise, mais ce qui est plus grave, c'est que la majorité des utilisateurs ou des internautes n'ont absolument pas d'idée qu'il y a une trace qui est gardée par Google. Et les moyens de contrôle sont nuls. J'aurai l'occasion de revenir dans un instant sur le législatif, c'est-à-dire les méthodes qui sont mises en place pour contrôler la protection de la vie privée. On a un très bon système en Europe, d'un point de vue légal, j'entends, et en particulier en Belgique. Malheureusement, Google est une société américaine. Et donc, on a déjà entendu la Commission qui, depuis des années, Commission européenne, j'entends, qui depuis des années demande à Google de bien vouloir effacer les traces de toutes les requêtes en disant que, suivant la législation européenne en vigueur, il faudrait qu'après 3 mois, ces traces soient effacées. Google n'en a strictement rien à cirer puisque c'est une entreprise américaine, que c'est centralisé aux États-Unis et que, évidemment, la législation américaine n'est pas la même que la législation européenne. Donc vous voyez que Google est un très bon exemple des dangers potentiels qu'il y a derrière l'utilisation d'Internet et la collecte des données à caractère privé. Mais en réalité, dans la plupart des applications, c'est le cas. Et je vais essayer de vous montrer quelques-unes des applications pour vous illustrer cela. Premièrement, les emails. Donc il faut savoir que lorsque vous lisez vos emails, lorsque vous envoyez vos emails, ça passe par un ordinateur central qui est le serveur de email. Et quand vous passez par des entreprises comme Yahoo, comme Google, effectivement, les emails qui transitent, ils ont une trace de tous ces emails-là et ils peuvent s'en servir. Et ils s'en servent. Yahoo, ça a fait dans le cas il y a quelques années, c'est très connu, Yahoo a aidé le gouvernement chinois à retracer et donc arrêter des militants chinois, simplement parce qu'ils ont dévoilé les informations nécessaires au gouvernement pour remonter jusqu'à l'envoyeur d'un email. Donc, ça existe. On parle beaucoup des logiciels sociaux, vous en connaissez plein, YouTube, Delicious, Facebook, etc., etc. Mais il faut savoir que là aussi, on a une concentration de l'information qui vous concerne. Et donc, effectivement,
en fait, lorsque vous créez des amis dans dans Facebook, ou des relations professionnelles dans LinkedIn, lorsque vous mettez des photos sur votre page MySpace, etc., cette information-là, elle est là, elle reste là. Si vous modifiez la page précédente reste quand même à disposition de la société qui a mis en ligne le site web social. Exemple d'utilisation, ça a été aussi un espèce de mini-scandale dans le monde Internet il y a un an et demi. Facebook utilise l'information que ceux d'entre vous qui ont un compte Facebook mettent en ligne donc, pour profiler et donner des informations à des annonceurs. Par exemple, s'il sait que sur votre Facebook, vous êtes lié avec le groupe des amicales de l'iPhone, que vous avez des photos de l'iPhone, ou vous faites une petite enquête ou un petit avis sur le dernier logiciel iPhone à la mode, etc., c'est scanné automatiquement par Facebook, qui effectivement va utiliser ça pour renseigner ses annonceurs publicitaires sur qu'est-ce qui peut intéresser les internautes qui sont sur Facebook. Les blogs. Donc tout le monde connaît les blogs, et donc c'est le truc que les gens peuvent remplir un petit peu et où les gens racontent un petit peu leur vie quotidienne. Mais effectivement, ça a beau être quelque chose que vous pouvez faire dans votre vie privée, le soir chez vous, chez un provider de blog comme par exemple Blogger, qui est tout a priori indépendant, ou même sur votre propre serveur, vous achetez une machine dédiée pour ça et malgré ça, effectivement, les gens peuvent utiliser l'information qui est contenue dans les blogs contre vous. Et il y a un exemple très connu, lors de la Seconde Guerre Seconde Guerre du Golfe, vous savez très bien que l'administration Bush, on en a parlé de notre ami George Bush il y a quelques instants, le discours officiel c'était de dire qu'il y avait des armes de destruction massive, etc., parce que tout le monde savait que c'était pas vrai. Simplement, les médias américains ont été, entre guillemets, obligés de relayer le discours officiel de la Maison Blanche. Pas mal de journalistes se sont dit, mais enfin, soyons un peu sérieux. Quand on voit tous les autres, nos partenaires européens, etc., tout le monde dit que c'est un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu plus prudent? Alors évidemment, ils ne pouvaient pas le dire dans les journaux, mais certains des journalistes, dont certains travaillaient comme PJistes pour plusieurs journaux, ont défendu cette position sur leur blog, en disant, vous savez que en France, en Italie, en Angleterre, les gens ne pensent pas forcément toujours la même chose que nous, ou à 100%. Tous ces journalistes, une bonne partie de ces journalistes-là ont été simplement virés du jour au lendemain. Donc ça veut dire qu'effectivement, les entreprises ont estimé qu'ils ont fait une recherche sur ce que la personne faisait de son temps libre, et à partir du moment où ce qu'elle faisait de son temps libre, ça ne correspondait pas à l'entreprise, bien que ce soit son temps libre, on a estimé que ça ne valait plus la peine de la garder, et donc on l'a virée. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde d'autres types d'applications comme les agents intelligents, qui sont des ordinateurs, des logiciels qui sont capables d'aller chercher de l'information à gauche et à droite, et qui sont capables de récupérer tout ce qui vous concerne. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? De quel membre de club de foot vous êtes? Où est-ce que vous avez fait votre baptême folklorique à l'ULB ou à la Charleroi, etc., etc. Toutes ces informations-là peuvent être centralisées par des logiciels. Et aujourd'hui, les entreprises s'en servent. Et donc, il faut savoir que dans les grandes entreprises, lorsqu'on recrute, on utilise des logiciels pour aller voir sur Internet qui vous êtes. Et effectivement, si on trouve une trace d'une position que vous auriez prise quand vous aviez 17 ou 18 ans, une photo de baptême pas forcément à votre avantage quand vous aviez 19 ans, ça vous ressortira à 35 ou à 40 ans, on vous le ressortira en disant mais enfin c'est pas sérieux et on vous engagera pas. Alors, ça c'est ce qui existait en termes d'application d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrivera demain? Bonne question. On a quand même quelques éléments qui peuvent nous faire relativement peur. C'est le fait qu'on voit de plus en plus apparaître des logiciels qui ont pour but de référencer les gens. Vous avez entendu parler du Stop Tinder Porno, qui incite les gens à dénoncer des pédophiles sur Internet, sans aucun contrôle ni rien. Un peu comme ce qu'on voit parfois dans certains films ou séries américaines. Et donc ça a posé tout un problème parce que est-ce qu'on a le droit de mettre en ligne des informations comme ça, en plus parfois même sans aucune vérification, il y a clairement atteinte à la vie privée. Et pourtant, ce site-là, maintenant, le gouvernement belge, en tout cas la loi belge a décidé de le fermer en Belgique, puisqu'ils avaient ouvert une succursale en Belgique, mais rien n'empêche de continuer à consulter le site qui est hébergé aux Pays-Bas. Et donc, on peut se demander si cette espèce de référencement humain, est-ce qu'on ne va pas aller dans cette direction-là?
Et il y a des exemples comme ça. Vous voyez le site Spock.com. Le site Spock.com est un site qui a pour but de référencer les êtres humains qui ont existé ou qui existent. Donc c'est un peu comme ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu Delicious, où on donne des balises à des sites web. Mais là, en fait, vous donnez des balises à des personnes. Donc n'importe qui peut créer une entrée sur Pascal Franck et peut rajouter des balises. Et parmi les balises que l'on trouve, je donne un exemple ici de Serge Gainsbourg. Donc c'est Serge Gainsbourg, il y a chanteur, un français, mais on trouve aussi des informations comme quoi il est juif et agnostique. Et des sites comme Spock, il y en a un certain nombre qui commencent à émerger sur Internet, et donc ça pose quand même de sérieuses questions. Alors quels sont les enjeux rapidement? Effectivement, il y a l'enjeu législatif. Donc je vous ai expliqué qu'il y a une bonne loi, je vais pas vous l'énoncer, mais il y a une bonne loi en Belgique et d'une manière générale dans les pays de l'Europe de l'Ouest. Simplement, l'arsenal répressif est relativement mince, c'est-à-dire les condamnations ne sont pas très lourdes, la police, donc l'Internet Crime Unit, ne sont pas suffisants pour tout contrôler, d'une part, et d'autre part, évidemment, je vous l'ai indiqué tout à l'heure avec Google, il y a des problèmes d'hétérogénéité de la législation. Et la législation de la protection de la vie privée n'est pas du tout la même aux États-Unis qu'en Belgique, et encore moins dans d'autres pays comme la Chine, etc. Donc, effectivement, on devrait aller vers une législation internationale, mais effectivement, vous vous rendez bien compte que ça, c'est pas pour demain. Deuxième gros problème, c'est les pirates. Rien à voir avec les hackers, ça a été la presse qui fait l'amalgame, mais les pirates, donc ce sont ces fameux personnes, donc c'est la criminalité sur Internet, mais qui a pour objectif effectivement d'attaquer les ordinateurs pour voler des cartes de crédit, pour voler des informations personnelles vous concernant, etc. Or, ce qui est certain, c'est qu'il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus professionnels, ils sont de plus en plus performants. Parallèlement à ça, on a un nombre croissant d'internautes qui vont sur Internet sans avoir aucune des connaissances qui requiert ce qu'il faut pour protéger correctement son ordinateur. Et donc là, clairement, il y a un risque important concernant les données par rapport à ça. Et donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est essayer de sensibiliser les personnes, mais aussi les entreprises, sur les dangers qu'il y a de stocker des informations. Vous allez sur, je ne sais pas moi, Iris, qui est un réseau d'hôpital à Bruxelles, donc c'est plusieurs hôpitaux qui sont regroupés dans une seule unité. Supposons que demain, ils utilisent un intranet, ou un extranet plutôt, pour partager l'information concernant les patients. Si c'est pas bien sécurisé, n'importe quel hacker, pirate, pourrait rentrer et piquer les informations concernant les traitements que vous avez suivis là-bas. Et je doute, je ne connais pas l'informatique là-bas, mais je doute qu'ils soient très fort sensibilisés sur ce genre de problème-là. Alors, les pouvoirs publics ont un rôle capital à jouer, qui me paraît être sur deux axes. D'une part, un axe d'investissement, donc je pense qu'il faut effectivement absolument investir dans des structures de services publics numériques. Donc il faudrait que les moteurs de recherche, il faudrait que les messageries type email soient des services publics qui seuls, en tout cas un service public, je dirais à l'accidental, en démocratie, qui sont les seuls à protéger l'intérêt de ces données-là, puisque finalement, eux n'auraient aucun bénéfice à retirer l'exploitation des données. Donc le seul moyen de se protéger de ça, c'est de faire en sorte que les entités qui centralisent les données, puisque je vous ai expliqué que c'était lié à la technologie dont on ne sait pas faire autrement, mais il faudrait s'assurer que ceux qui produisent les services n'ont aucun intérêt à les exploiter et à les garder. Et le seul moyen de s'assurer de ça, c'est qu'effectivement il y ait un consensus au niveau de l'investissement public. Enfin, il faudrait effectivement faire un énorme effort d'éducation pour que effectivement les internautes soient au courant de ces dangers-là et puissent adapter leur comportement, désactiver les cookies quand c'est activé par défaut, faire attention aux requêtes qu'ils font, faire attention à eux et à leurs enfants de l'information que l'on met sur Facebook, etc., sachant qu'à tout moment ça peut ressortir. Moi, pour ma part, ça fait des années que je milite pour la création d'un cours d'éducation numérique dans le secondaire, un peu comme il y a un cours d'éducation sexuelle, parce que je pense effectivement qu'il faut commencer très tôt, mais on en est pour l'instant loin de voir quelque chose comme ça qui arrive. Bref, en termes de conclusion, en ayant plus ou moins respecté la deadline d'une demi-heure, d'une part, donc vous voyez très bien qu'effectivement, il y a une concentration d'informations vous concernant qui existe sur Internet. Donc aujourd'hui, il y a les outils
qui sont capables de savoir avec qui vous conversez, de quoi vous conversez, quels sont les types de recherches que vous faites, quels sont les sites que vous consultez et quels sont le cheminement que vous faites pour aller d'un site à l'autre. Donc toutes ces informations-là, on peut les centraliser. Elles sont partiellement centralisées. Google et Facebook font office d'épouvantail parce qu'effectivement, ce sont ceux qui sont les plus gros, ce sont deux des plus gros acteurs d'Internet et qui multiplient un maximum d'informations qui transitent par ces services. Mais effectivement, ce problème touche en fait n'importe quoi puisque, vous le savez, l'essentiel des services sur Internet aujourd'hui sont fournis par des entreprises privées qui ont pour seule source ou quasiment seule source de financement la publicité. Et vous avez tous eu, en tout cas, une idée de ce que c'est que le marketing. Pour vendre quelque chose à quelqu'un, il faut bien le connaître. Et donc, toutes ces entreprises privées ont intérêt à bien vous connaître. Voilà. Merci de votre attention.